Alors un don d'ovocyte, c'est une poussière de magie qui vient t'aider quand même. C'est une petite fée, tu sais pas qui c'est, tu sais pas où elle vit, tu sais pas comment elle est. C'est une femme qui va t'aider, tout simplement en t'offrant ses gamètes. Par contre, l'embryon qui t'est transféré est transféré dans ton utérus et c'est toi qui fais le reste. Coucou, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cœur de Mère. Dans ce podcast, vous le savez, nous explorons la maternité sous toutes ses coutures. Mais il y a un sujet que je trouve on a un petit peu trop traîné à aborder, c'est la PMA. Il était vraiment temps d'en parler. La procréation médicalement assistée, ce n'est pas que de la médecine, c'est aussi et surtout finalement un schéma de vie chamboulé. Aujourd'hui, on va plonger dans une réalité qui touche un couple sur 5 en France, l'infertilité. Ce n'est plus une minorité, c'est un combat de société. On en parle souvent comme d'un parcours médical, mais c'est avant tout un tunnel émotionnel où le temps s'arrête. Mon invité du jour, Gracie Barberane, 43 ans, et maman. Elle est devenue maman à 26 ans d'un premier garçon, Zadi, qui a 17 ans aujourd'hui. Puis les choses se sont compliquées quand elle a voulu avoir un deuxième enfant. Son histoire est celle d'une résilience hors norme, 10 ans d'attente, 8 ans de combat en PMA, 9 FIV, une opération où elle a frôlé la mort et 5 arrêts de grossesse. Bonjour Gracie. Bonjour Malika. Alors merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de ton parcours et de ce qu'est la réalité de la PMA aujourd'hui. Mais avant toute chose, je suis très heureuse de pouvoir te féliciter. Merci. Tu es enceinte de 4 mois. Oui. Félicitations. Merci. Comment tu te sens ? Je me sens comme une winneuse, on va dire. Là, j'ai décroché un Graal que je cherchais depuis 10 ans. Autant te dire que c'est la victoire de ma vie. Tu te sens bien, quoi, Ouais, sinon. je suis en pleine pas trop forme de symptômes. Pas du tout. Je m'attendais justement à être malade et parfois, quand j'avais des échecs en PMA, je me raccrochais à ça. Je me disais, j'ai encore quelques mois devant moi pour être encore en forme. Et finalement, en fait, se sont bien passés en pleine forme, ouais. Alors, pour ceux qui te connaissent pas encore, tu as 43 ans, tu vis dans le Var, Oui. tu es créatrice de contenu, tu es suivie par plus de 360 000 personnes. On te connaît pour ton humour, ton authenticité et aussi pour ton combat. Oui. C'est ça qui t'a fait venir sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai commencé comme ça, ouais. On va revenir à tes racines. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ta famille, de la famille qui est la tienne aujourd'hui, et puis surtout de celle aussi dans laquelle tu as grandi? Ton enfance, c'était quoi? Mon enfance, c'était une enfance remplie d'amour, d'attention. Je suis une fille unique, donc l'attention portée uniquement sur moi. Il a été question de me faire un petit frère ou une petite sœur lorsque j'étais ado. Mes parents n'ont pas réussi. Ils sont passés par un parcours PMA aussi. Donc tu connaissais déjà? Donc je connaissais les fausses couches, puisque j'ai vu ma mère faire des tests de grossesse positifs, me les annoncer. Ah oui, et je fois? l'ai vu, 3 fois. 3 fois, t'as cru que t'allais avoir... Oui. Et j'ai vu la déception déjà de ma mère quand j'étais ado. J'ai mesuré ce que c'était que de... Tu penses que tu l'as vraiment mesuré? Ouais. Oui, parce que je pense que ça m'a donné une image de la procréation qui n'était pas si facile que ça. J'en avais jamais entendu parler et ça m'a mis une certaine angoisse. Je me suis dit, j'espère, moi, que j'arriverai à faire au moins un enfant. Donc déjà jeune, c'était une petite crainte. Il y avait cette petite angoisse qui était là. Tu savais que ça existait. Voilà. Alors que dans les années 90 à 15 ans, tout le monde ne savait pas que la procréation médicalement assistée existait, les fécondations in vitro et compagnie. Moi, je ne savais pas. Voilà, on en parlait très peu. Et donc, du coup, tu as grandi avec beaucoup d'amour, enfant unique. Est-ce que toi, t'aurais eu... Tu dis que ta maman a fait des fausses couches, mais toi, est-ce que tu aurais eu envie de partager leur amour? Alors, enfant, non. Je voulais que ça reste mes parents à moi. Par contre, en devenant jeune adulte, j'ai réalisé quelque chose de très très important, c'est que le jour où je perdrai mes parents, je serai seule face à ce chagrin. Ouais. Je pourrais pas le partager avec un frère, une sœur, je pourrais pas partager mes souvenirs d'enfance, je pourrais pas partager cette peine. Il resterait plus que toi, quoi. Il restera plus que moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mesuré sur le tard. Et en tant qu'adulte, je me suis dit, je veux faire un petit frère ou une petite sœur à mon fils, même s'il y a beaucoup d'écart. Je veux qu'ils aient, cette histoire commune. Finalement, le même chemin que ta mère. Exactement. Et je t'ai entendu dire beaucoup que pour toi, très tôt, c'était évident que tu allais devenir maman. Oui, parce que je savais pas ce que j'allais faire comme métier. Quand j'étais gamine, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais, je ne sais pas, par contre, je veux des enfants. Donc, je me projetais pas sur quelque chose de professionnel, je me projetais sur une vie de famille. Pour toi, c'était acté. inné. C'était acté. À partir de quel âge tu y penses concrètement? Gamine, puisque je ne jouais pas forcément à la poupée, mais je jouais à la femme enceinte. Je me mettais des vêtements ou des coussins sous la robe. Et j'admirais mon reflet dans le miroir.
je me touchais le ventre, tout ça. Donc je jouais plus à la Mais femme t'avais quel âge? enceinte. Je devais avoir 10 ans, Et 8 tu voyais ans. beaucoup de femmes enceintes autour de toi Dans la rue, c'est assez mystérieux quand on est gamine, quand on est enfant, de voir ces ventres ronds et se dire qu'il y a une vie qui se crée à l'intérieur. T'arrivais à te dire ça? Oui. Moi, je crois que j'allais pas aussi loin dans la réflexion Moi, j'y allais personnellement. parce que c'était, je crois que c'était mon rêve ultime, c'était d'être mère. Il y en a, elles veulent être chirurgien, pilote d'avion, ce que tu veux, mannequin, Miss France. C'était pas mon rêve. Moi, bah, tu vois, tu l'as eu quand même. Mais moi, c'était vraiment d'accéder à la maternité, quoi. En fait, mon rêve, c'était de te poser les questions, là, comme je suis en train de le faire. Bah Je voilà, te tu promets, vois. c'est vrai. Mais c'est parce que je pense personnellement que j'ai réalisé qu'il y avait une vie qui se construisait que quand moi j'ai été enceinte. Enceinte, ouais. Je pense que je réalisais pas ce qui se jouait pour les femmes enceintes. Et d'avoir les ce côté idées créer enfant. un Ah humain, non. tu l'as réalisé que quand Ouais, toi-même tu la as créé ton puissance propre de la humain. chose, en fait. Ouais. Parce que je trouve qu'avant, en fait, c'est voilà, on t'apprend ça, c'est C'est abstrait, marier, voilà. Et je trouve que c'était pas du tout concret et ça a mis du temps à être concret puisque C'est c'est vrai. venu pour moi très tard. Pour toi, être enceinte, c'est central dans ta vie? Oui. C'est une étape que tu as connue plusieurs fois? Oui. À 21 ans? Oui. À 24 ans? Oui. T'es tombée 2 fois enceinte? Sous contraception. Voilà. Et tu as fait 2 interruptions de grossesse? Oui. C'était pas la bonne personne? C'était pas le la bon bonne personne, moment? c'était pas le bon moment, j'avais pas de situation, c'était pas désiré. Donc quand on prend une contraception, c'est Oui. qu'on ne veut pas d'enfant. Ouais. Donc je m'en suis rendu compte très tôt, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu tout de suite des symptômes. Moi, je prends tout de suite de la poitrine. Donc je me suis dit, oh là, il y a quelque chose de bizarre. Et puis après avoir fait le test, j'ai tout de suite pris rendez-vous pour que ça aille très vite, pour ne pas me projeter sur une grossesse qui n'irait pas à terme et pour pas m'attacher à... Mais comment tu as vécu ces événements? Très mal. Voilà, parce que c'est très mal très parce que douloureux, c'était... c'est traumatisant et quand puis même. c'est traumatisant, puis c'était mon rêve d'être maman. Je savais que c'était pas le bon moment et surtout je me suis dit, Gracie, est-ce que tu ne vas pas t'abîmer le corps au point de t'empêcher de tomber enceinte plus tard à cause de ces 2 IVG? Mais ça, c'est vrai? Non. Ça, c'est un mythe? C'est ou un mythe. Voilà, parce C'est qu'on un entend mythe. souvent ça. Et Non, c'est un mythe. Ça, c'est un argument anti-IVG. Alors après, évidemment, il faut pas utiliser l'IVG comme un contraceptif. Il faut Oui. pas avorter à tour de bras, j'ai envie de dire. C'est quand même très sérieux. Souvent, il y a une intervention chirurgicale ou non, mais on ne fait pas ça. Et toi, c'était des interventions chirurgicales? Ouais, moi, j'ai fait 2 aspirations, ouais. Et est-ce que tu avais un sentiment de culpabilité? Non, pas de culpabilité du tout, parce que si dans mon état d'esprit à ce moment-là, je n'avais pas la situation je lui rendais service. Donc pas de culpabilité. En revanche, je me suis quand même préparée à l'avenir en me disant que ça allait certainement me rattraper plus tard. Et ça... Quelques années après, ça m'est arrivé. Tiens, là, il aurait eu 12 ans, là, il aurait eu 15 ans, là, il aurait eu 18 ans. Et est-ce que tu y as pensé après dans ton parcours PMA? Oui. Et tu te disais quoi? Là, ça m'est revenu en pleine tête, par contre. Je me disais, parfois on choisit pas le timing et tu as peut-être été un petit peu trop exigeante sur le timing. Tu aurais peut-être dû prendre ce que la vie t'a apporté, plutôt que de dire, non mais là, c'est pas le bon moment ou c'est pas maintenant que je veux plus tard, en gros, je veux choisir. Parfois, on peut pas choisir, surtout quand il s'agit de la nature. Et puis à 27 ans, ton premier enfant? Oui. Qui a 17 ans aujourd'hui? Oui, il va avoir 17 ans en décembre. Comment s'est passée cette première grossesse? Alors, c'était pas terrible, pour être très honnête. Je m'attendais à autre chose. Déjà, j'étais pas dans une situation familiale qui était très sereine, puisque je venais de me marier, mais ça n'allait déjà pas très très bien dans le couple. Donc, j'avais en fond de cerveau qu'il y aurait un divorce. T'avais quel âge? Tu t'es mariée à quel âge? 26. Et 1 an après, tu tombes enceinte? Non, je tombe enceinte 3 semaines avant mon mariage. Ah ouais? Et en fait, j'ai eu l'envie d'annuler le mariage 1 semaine avant, pour des raisons autres que la grossesse. Mais il y a des facteurs extérieurs qui sont venus polluer mon couple et qui m'ont mise face à une réalité où je me suis dit peut-être qu'il ne faut pas que tu te maries. Mais je venais d'apprendre ma grossesse, ma tante arrivée de 80 et quelques années, arrivée des États-Unis. Il y avait 200 personnes au mariage, j'ai pas eu le temps de le faire. Mes parents avaient financé aussi une partie du mariage. Donc, je me suis dit, va au bout. Pas de regret de toute façon? Non, parce que c'est devenu mon meilleur ami, le père de mon fils. C'est vrai? Vous Oui. êtes en bon terme? Très, très bon terme. Ça va être le parrain de ma fille. Ah oui, d'accord. Tu l'as pas vu venir? Carrément, quoi. Oui, oui. Tu lui as pas mis son grand frère, non? Non, c'est le papa de mon fils qui va être le parrain et c'est sa conjointe qui va être la marraine. Ah ouais, qui est devenue une amie que j'ai connue parce qu'il s'est mis avec elle. Ils ont eu d'autres enfants ensemble? Non. Ils en veulent pas. Et donc, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. Il y a cette première grossesse, donc
qui n'a failli pas avoir lieu finalement. Ouais. Mais la grossesse en elle-même, elle se passe comment? Alors, j'ai eu des complications dès le début. Donc, décollement du placenta dès le début. J'ai dû être arrêtée, je crois, au 2e mois. Puis ensuite, je refais une échographie et là, j'ai eu ce qu'on appelle un placenta prévia. Alors, le placenta prévia, normalement, tu sais, ton placenta, il doit être postérieur, donc placé au-dessus du bébé ou sur le côté. Il y a un risque qu'il y ait des contractions et que le placenta se déchire. Et donc, déchirement du placenta, ça équivaut à une hémorragie de la fémorale. Urgence Il fallait vitale. pas que tu bouges alors? Donc, je devais être assignée à domicile et heureusement, j'habitais à 5 minutes de l'hôpital. Sinon, j'aurais été hospitalisée. D'accord. Voilà, donc césarienne programmée, tout. J'ai pas accouché en fait. J'ai pas eu de travail. Oui, mais tu me disais que tu avais pris beaucoup de poids, mais c'est pour ça. J'ai pris 25 kilos parce que je n'ai faisais pas pas bougé de chez d'exercice, moi. bah oui. J'ai réussi à aller quelques fois à la piscine, mais j'avais pas le droit de faire plus. Donc, je barbotais puis je mangeais beaucoup. Hein. J'étais malheureuse, donc je mangeais beaucoup. Toutes les femmes enceintes que je connais qui ont dû être alitées, arrêtées, hospitalisées, elles ont toutes pris. Du coup, c'était vraiment plus que normal. Quoi. Oui. Il restait un peu que ça. On va dire que c'était un peu plus justifié, ouais. Parce que là, tu nous disais que cette fois-ci, tu veux faire attention. Oui, je veux faire attention parce que j'ai pas le même âge, donc j'ai pas la même faculté à récupérer et à mincir derrière. Si on prend trop de poids pendant la grossesse, c'est pas bon pour la mère et pour l'enfant aussi. Il y a un risque de diabète, etc. Donc tant qu'à faire, je préfère être bonne élève. Très bien. Et est-ce que, du coup, il y a cette grossesse qui n'est pas très facile. Et après, devenir maman, est-ce que ça correspondait à l'idée que tu t'en étais faite, toi qui avais envie d'être maman depuis si longtemps? Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a... Je suis pareil tombée du 15e étage parce que, alors déjà, je ne connaissais pas le mot postpartum, baby blues, dépression postpartum, tout ce qui a un lien avec l'après. Ouais. Pour moi, tu fais un enfant, il pleure, t'es sa mère en fait. Tu le prends dans les bras, c'est magique. Ouais, on m'avait expliqué un peu ça. Ma mère m'avait dit, tu dormais tout le temps, fallait que je te réveille tellement que tu dormais. Mon fils ne dormait pas, jour comme nuit. Et mon ex-mari était sur un gros chantier à l'époque où j'ai accouché, donc je suis restée les 5 premiers mois toute seule. Toute seule tout le temps, H24 ? Il venait une fois tous les 15 jours pour prendre son linge propre. Donc, et puis voir son fils. Voilà. Et sa femme. Sa femme, mais quand il a que 24 heures, c'est sur le fils. Donc pas aidé, pas accompagné. Pas soutenu, pas accompagné. Tu t'entoures d'autres personnes ? Non, à part ma mère. Ma mère qui a été très présente, qui m'a beaucoup soulagée, mais ça ne suffisait pas parce que si tu veux, la dépression l'a pris le dessus. Et j'en suis arrivée à un point où je pleurais du matin au soir. J'ai eu des idées noires, très noires. Voilà. On connaît, enfin, je pense que on a déjà pas mal parlé dans ce podcast de postpartum, et c'est un vrai. Ça peut être très très compliqué par moment. Puis même si tu l'as désiré, c'est quand même toute ton identité qui se redéfinit de devenir mère. Tu n'auras plus jamais la même vie, et parfois tu en prends conscience que quand c'est là. Donc il faut digérer en fait toutes ces informations. C'est que du bonheur, c'est pas que du bonheur. Non, moi je me suis souvent exprimée sur le sujet où je disais que ça rend pas justice à celles qui sont mamans pour la première fois. Quand tu sais pas, une fois que tu sais, je pense que c'est différent, mais quand ça te tombe dessus, moi ça a été une claque aussi. Oui. Quelques années plus tard, tu rencontres quelqu'un d'autre. Oui. Tu divorces et tu te remaries ? Je divorce du papa de mon fils. Je rencontre cette personne quelques années plus tard. Au bout de 6 mois, il me demande en mariage. On vit vraiment une très belle histoire. Quelqu'un qui s'occupe de moi, qui est très attentionné, qui me sort, m'amène à droite à gauche, me fait découvrir des choses. Je suis pas quelqu'un de matérialiste du tout. Hein. Je vais vraiment faire la différence entre des cadeaux matériels et des expériences ou des attentions, voilà. Et j'avais ce côté où j'étais un petit peu sa princesse et j'avais pas vécu ça dans mes histoires précédentes. Tu te sentais considérée, je me sentais bien, je me sentais vraiment super bien. Et puis donc il me demande en mariage au bout de 6 mois et moi je lui explique très très vite que j'ai l'envie et même le désir profond de faire un second enfant. À ce moment-là, ton fils, il a quel âge ? Alors Zadig a 4 ans à ce moment-là, mais malgré mon postpartum difficile, j'ai toujours eu envie de remettre ça. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, c'était la première fois, tu n'étais pas préparée. La seconde fois, tu seras préparée, ça passera mieux déjà. Ouais, c'est normal. Tu auras moins le coup de la surprise, la mauvaise surprise, ce côté violent. Et puis le cerveau est bien fait. Ouais. On oublie le mauvais, on a envie de retenir que le bon. Hein. Donc, je lui dis... Moi, j'aimerais vraiment un deuxième enfant. Il faut que ce soit dans tes projets aussi. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose qu'on continue notre relation. J'avais 31 ans. Et lui ? Lui, 38. Donc voilà, je préfère être honnête dès le départ plutôt que
la relation avance. Mais qu'on vous tombe étiez déjà mariés ou c'est Pas avant du tout, d'accepter c'était la confiance? avant. C'était tout dans les premières semaines. J'ai voulu être directe parce que si on laisse le temps aux sentiments de s'installer, l'histoire de Oui, toi tu s'en sors plus et tu vas et abandonner voilà, ton et puis je veux pas projet qu'il pense que je veux lui faire un coup dans le dos aussi en lui disant: «Ah au fait, j'ai oublié de te dire un petit détail, je voudrais un second enfant». C'est pas un Lui, il détail. en avait déjà des Il enfants? avait déjà une fille plus âgée que mon fils, elle avait 10 ou 11 ans à l'époque et voilà. Donc vous vivez tous ensemble? Famille recomposée, on est, vraiment super heureux. Ma belle-fille s'entend très, très bien avec mon fils. Moi, je m'entends très, très bien avec ma belle-fille, je l'adore. Mon ex-mari, parce que j'ai divorcé entre-temps, donc ça, on y reviendra, s'entendait très bien avec mon fils, ma famille, donc tout était parfait. Lui, il te dit OK du coup? Donc lui, il me dit: «OK». Donc au bout de 1 an et demi de relation, on fait 6 mois d'essai naturel Ouais, et puis au bout de c'est ce 6 qu'on mois, conseille c'est en ce qu'on général. conseille, 6 mois, 1 an. Et puis moi, j'ai été quand même tombée 2 fois enceinte sous contraception. Ça a dit que je suis tombée enceinte le mois où j'ai arrêté la pilule. OK. Je me mariais en mai. Je me suis dit: «Bon, j'arrête la pilule mois de mai, ça laisse le temps au corps de se». Bon, bah, le 2 mai, j'étais enceinte, hein. Alors que je voulais pas me marier enceinte, c'était pas pour Ouais, me bon ça tu mais le bon, savais pas. je me suis dit: «Allez, c'est pas grave, ça, c'est la petite surprise, qu'on accepte volontiers». Donc j'avais pas de problème de fertilité, j'en avais les preuves. Et au bout de 6 mois, il se passe rien. Donc, je vais voir mon gynécologue et je lui dis: «On a un petit problème, c'est que 6 mois d'essai, même pas une petite accroche, rien du tout». Il me dit: «Bon, moi, j'ai pas de doute sur, votre fertilité. Par contre, j'aimerais bien que votre conjoint fasse un spermogramme, on va contrôler». Donc, bah, il fait son spermogramme et le spermogramme revient nul. Ça veut dire qu'il y a rien du Il n'a tout? rien du tout. 0. Et là, c'est même plus une douche froide, c'est une énorme claque parce que, bon, déjà, lui, il a un enfant, donc ça va vite dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai eu un enfant, là, j'y Ouais. arrive plus? Bon. Ah, tu crois qu'il a pensé que c'était pas son enfant? Oui, 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 ça lui a traversé l'esprit parce qu'il avait eu un doute quelques années plus tôt déjà, par rapport au comportement de son ex-femme, donc ça l'a ramené à un truc, Ouais, donc où il s'est dit: «Ouh lui, là là, ça peut-être devient que le j'ai bordel dans sa enfin tête. la preuve que». Ouais. Et on est tombé sur un biologiste adorable qui nous a dit: «Écoutez, je vous prends tout de suite dans le bureau, je vais pas vous laisser repartir comme ça chez vous avec, cette annonce, quoi». Et il nous a pris à part et il nous a expliqué, il nous a dit: «Vous savez, un spermogramme, ça peut changer d'un mois à l'autre et puis avec les techniques d'aujourd'hui, il suffit que d'un spermatozoïde en bonne santé pour faire un embryon, en fait. Donc ne désespérez pas, on va refaire un spermogramme. Revenez dans 15 jours, vous refaites un spermogramme». Donc il y retourne, mon ex y retourne et là, le résultat, c'est 10 spermatozoïdes, dont 9 morts et un qui n'avance pas. Qui est vivant, mais qui saute sur place, si tu veux. Donc comme il n'avance pas, on ne peut même pas s'en servir pour faire une FIV, pour micro-injecter un Et ça, ovocyte. est-ce que ça peut arriver plus tard? Ou ça veut dire que ça a toujours été comme ça? Non, en fait, ça peut fluctuer tout au long de la vie de l'homme. Donc lui, est-ce qu'il a réussi à enlever cette idée Oui, de... après on est passé à autre chose. Oui, oui, on est passé à autre chose très, très vite puisque le 3e spermogramme a révélé 14 millions. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a fait un lien, c'est que en fait 3 mois avant de faire ses examens, il a été hospitalisé pour une bêtise, hein. Et ils lui ont donné plein de médicaments, plein de traitements et il suffit que dans ces traitements-là, il y ait quelque chose qui OK. ait eu un impact sur son sperme et puis, ça a tué toute la population dans le caleçon. Et donc à ce moment-là, quand vous voyez Génocide sympa dans le le caleçon, slogan. ouais. Mais à ce moment-là, du coup, c'est quand vous voyez ça, 14 millions 14 millions, ça reste pas assez. Alors C'est toi, vrai? ça te paraît beaucoup Énorme, ouais. parce qu'on part de 0, mais en fait, c'est pas assez. Un spermogramme, il doit y en avoir plus. Mais c'est pas grave, au moins il y en a, ils sont mobiles, ils sont plutôt bien formés. Donc là, on rentre quand même dans un parcours PMA parce qu'ils sont pas assez nombreux, il va falloir nous aider. Et à ce moment-là, est-ce que... Ah bah, tu en avais déjà entendu parler par ta Oui, maman. oui. Donc tu savais ce qui t'attendait? Alors moi, ça c'est un truc, j'aime bien me renseigner. Si on me dit: «Vous devez passer par tel ou tel truc», je vais tout de suite essayer de comprendre. Parce que je veux pas m'injecter des choses sans savoir ce que Oui. c'est, ni à quoi ça sert. Et puis, je pense que dans ce processus-là, et on est acteur de ce parcours. Il faut absolument se renseigner et connaître un petit peu le sujet. Et c'est quoi justement, techniquement, la PMA, c'est quoi? Ah, c'est la procréation médicalement assistée, c'est la médecine qui va aider le couple ou la femme seule ou le couple de femmes à faire un enfant. Et concrètement, ça se passe comment? Alors, tu as soit les inséminations artificielles, ça va être la première étape. On prépare le sperme, on le trie et ça, c'est injecté
directement dans le col de l'utérus. C'est-à-dire qu'on va D'accord. passer toute la phase où On il aide le faut... travail, quoi. On Exactement. l'accélère. Ok. On accélère. Et en plus de ça, ils sont triés sur le volet. Donc, il y a vraiment que les Le champions meilleur. qui y vont. Ça, tu l'as fait? Ça, j'ai fait 3 fois, 3 négatifs. Ok. Mais 3 fois d'affilée comme ça, si tu veux, c'est une petite stimulation. Tu fais des injections, mais tu vas produire 1 ou 2 ovocytes matures. Quand tu passes en FIV, c'est autre chose. T'as pas trouvé ça dur, en fait, c'est Non. ça que tu veux dire? Non, Ok. franchement, ça a été assez simple. Et puis même, parfois, tu n'as même pas besoin de faire des injections, juste des traitements péros, par voie orale, ça suffit. Ça marche pas, on passe en FIV. Et là, on passe sur un protocole. Et c'est quoi la FIV alors? Alors, fécondation in vitro. Donc, tu as 2 styles de fécondation in vitro. Tu as la fécondation in vitro classique. On va ponctionner les ovocytes dans les ovaires directement de la femme. On les met en culture. En fait, on les met dans des petites coupelles séparées. Et on va ajouter une goutte de sperme à chaque fois. Sperme préparé, hein, toujours. Comme pour l'insémination. Toujours les meilleurs. On revient 24 heures après et on voit s'il y a des embryons. Ces mêmes embryons, quand ils sont formés, par exemple, sur 5 ovocytes, il va y avoir 3 embryons qui se sont formés. On les garde et on les pousse. Ils restent dans un incubateur et on les fait pousser comme ça. Jusqu'à 3 jours, voire jusqu'à 5 jours. Il y a des centres qui font jusqu'à 5 jours. Pourquoi ? Parce que quand ils tiennent jusqu'à 5 jours, ça veut dire qu'ils sont plus costauds. Et c'est ceux-ci qu'on va transférer. Et t'as l'autre FIV, la FIV XI, et là, c'est carrément la main de l'homme qui choisit le spermatozoïde, qui va l'aspirer et qui va le micro-injecter dans l'ovule. Et ça, c'est la meilleure technique puisque le spermatozoïde qui va être l'élu est choisi par un scientifique. Donc, et pourquoi finalement on ne fait pas directement ça ? Parce que déjà, ça coûte plus cher. Le traitement est plus invasif. On ne va peut-être pas charger une femme hormonalement comme ça s'il n'y a pas besoin. Parce que c'est quoi comme traitement hormonal ? Alors, tu vas avoir des œstrogènes, beaucoup, pour faire un maximum d'ovocytes. Et ça, tu les prends par voie orale ? Alors non, c'est des injections. Hein. Injections. Et puis ensuite, Que tu fais toi-même ? Ouais, moi j'ai toujours fait moi-même. Mais moi, je suis une ancienne aide-soignante, donc j'ai pas de problème avec ça. Sinon, il y a des femmes qui se font aider par un infirmier. Et une infirmière faire tous les jours ? Ouais. Pendant combien de temps ? Une dizaine de jours. Et ça fait mal ? Non. C'est juste... Après, chacun sa tolérance à la douleur. Je trouve pas que ça fasse fait mal. des bleus ? Non, ça c'est les anticoagulants. Ça c'est sur une autre partie du protocole. Après, les protocoles divergent, mais moi, par exemple, là, sur cette FIV qui a fonctionné, j'ai eu des anticoagulants, donc j'ai ressemblé à un dalmatien pendant plusieurs semaines. Donc toi, est-ce que tu fais les 2 FIV différentes, les 2 techniques différentes ? J'ai tout fait, moi. Donc j'ai commencé par les 3 inséminations. Ensuite, j'ai fait une FIV normale, 9 embryons, les 9 transférés. J'ai eu une grossesse qui a duré 3 jours. À l'issue de cette FIV et de ces échecs, parce que quand tu as 9 embryons transférés et que tu n'en as qu'un qui s'accroche 3 jours, c'est des gros échecs en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai changé de centre parce que je me suis dit... ça marche pas. Ça me plaît pas, j'étais dans le public, il avait pas... En fait, ils sont notés. Après, tu te penches vraiment sur la question et tu te rends compte que le centre dans lequel tu es, t'es peut-être pas dans le meilleur. Donc, tu vas te renseigner sur quelque chose de mieux classé, quoi. Oui, puis comme tu as l'air, toi, d'aller chercher l'information, plus le fait que tu aies des connaissances médicales. Ouais. J'ai bien épluché, bien tout épluché. À ce moment-là, tu vivais déjà dans le sud de la France ? Oui. Donc, tu te diriges vers un autre centre ? Exactement. Je passe dans une clinique et je passe avec un autre médecin. Une femme qui a arrêté d'ailleurs la procréation médicalement assistée après le confinement. Pourquoi ? Elle a débloqué. Elle a dit j'en ai marre, de prescrire des hormones aux femmes. Ça veut dire à quel point elle pense que c'est nocif pour le corps de la femme. Oui, je pense, ouais. Et ça t'a pas fait réfléchir ? Non, parce que dans ce parcours, j'ai eu des signaux qui m'ont dit Gracie, tu vas trop loin. Et en même temps, comme je suis sortie de ces épreuves vivantes, on va dire, je me suis dit que j'avais déjà tué les stats, en fait. Tu lâches jamais, Il y avait une chance sur 1 million que ça m'arrive. Ça m'est arrivé, c'est bon, donc on peut continuer. Et à ce moment-là, donc quand tu changes de centre, ça fait combien de temps que tu as commencé Ça fait 1 an. Ok. Donc je change de centre et ce médecin me dit moi, 9 embryons transférés, il n'y a pas d'accroche à part 3 jours. J'aimerais bien qu'on vous fasse une petite célioscopie, une petite opération. Vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. Moi, je voudrais qu'on explore quand même votre utérus, voir s'il n'y a pas des petits points d'endométriose. Faut qu'on regarde. Mmh. Donc, je rentre en ambulatoire. Tu dois ressortir dans la journée. Je dois ressortir. Je suis ressortie 1 semaine après. Hein. Parce que tu as frôlé la mort. Exactement.
Donc, je rentre pour cette opération bénigne. Et puis alors, moi qui n'ai pas peur du bloc, parce que c'était mon métier avant d'être à l'hôpital, je fais des blagues jusqu'à ce qu'on m'endort. Je suis complètement détendue. C'est une formalité. J'ai plus peur quand je vais chez le dentiste, c'est pour te dire. Donc vraiment, j'y vais, mais en toute détente. Et je suis dans la salle de réveil, je me réveille, je dis bon, bah c'est fini, ça s'est bien passé, ouais, ça s'est bien passé. Puis là, d'un coup, je commence à me sentir mal, mais très très mal. Des sueurs froides, des palpitations, et j'étais sur le brancard allongé et j'avais une sensation comme si le sol m'aspirait. Comme si j'étais dans un grand 8. Mais vraiment une sensation vertigineuse. J'appelle l'anesthésiste, je lui dis ça va pas du tout. Il me dit bah oui. Il me tutoie, tout de suite. Il me dit t'es blanche, ça me plaît pas là. Et puis il fait ça comme ça, il dit non ça va pas. Je lui dis je crois que je fais une hémorragie. Et il me dit non c'est pas possible, elle est passée par le nombril, c'est une célioscopie, c'est pas possible. Je lui dis je fais une hémorragie, je le sens, je perds du sang quelque part. Il y a du sang qui part quelque part. Donc il m'administre des trucs et tout, puis il y a rien qui change. Je deviens vraiment blême. Et il appelle sa collègue et sa collègue me voit de loin. Elle lui dit déclenche un code bleu, elle va pas bien. Code bleu, urgence vitale. Et là, il y a tout le monde qui se met à courir autour de moi. Il me déplie les paravents. Donc, je comprends que je vais peut-être mourir. Wow. Et donc, je coopère tout de suite. Parce que je sais que les secondes sont comptées et que j'ai pas le temps de chercher à comprendre. J'écarte tout de suite les jambes pour qu'on me sonde. Parce qu'ils voulaient vérifier si j'avais pas un globe urinaire. Globe urinaire, c'est quand tu as une rétention d'urine. Le truc, c'est que j'avais un globe sur le ventre qui s'était formé très, très dur. J'arrivais pas à enfoncer la pulpe de mon doigt sur mon ventre. Et ça, c'est dû à quoi ? Ça, c'était le sang. Et c'est ça qui m'a... En fait, quand j'ai levé le drap, j'ai vu ça. C'est là qu'il y avait l'hémorragie ? Ouais. J'ai dit, il y a une hémorragie, il y a quelque chose. Et donc, ils se sont mis... Heureusement que toi, tu as ces connaissances-là. Tu t'es un peu sauvée aussi. Bah, quelque part, en fait, c'est un travail d'équipe à ce moment-là. Hein. Quand tu sens que tu pars, il faut le dire. Quand tu sens que c'est grave, il faut le dire. Parce que si tu ne le dis pas, les médecins ne peuvent pas vraiment mesurer l'importance ou l'urgence de la situation. Donc... balle par avant, la sonde, une autre prise de sang, l'anesthésiste qui prend le téléphone, qui dit au labo, je veux les résultats dans les 10 minutes, sinon je vous bute tous. Là, tu te dis, je vais canner. Et qu'est-ce que tu fais ? Canner, respire, profite de la vie, parce que là, c'est la fin. Tu t'es dit, il me reste 10 minutes. Franchement. Là, je rigole, mais je pleurais. Hein. Je le supplie. Hein. Je lui ai attrapé le bras, j'ai dit, j'ai un fils de 8 ans. Il m'a engueulé, il m'a dit, tu vas pas mourir. Donc, il appelle la chirurgienne qui était en voiture, dans Cannes. Elle a fini son opération. Elle est revenue, elle a rien compris, elle a eu la peur de sa vie. Donc, ils m'ont réouverte. Mais alors, par contre, là, c'était une boucherie. Hein. Ils m'ont ouvert de là jusque là. Et ils ont arrêté les saignements. Ils m'ont enlevé tous les organes un par un pour vérifier qu'il n'y ait plus de saignements. T'étais réveillée ? Non, ils m'ont endormi. Quand ils m'ont mis le masque, je me suis dit, à tout moment, c'est ma dernière. Ouais. Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, en dehors de c'est ma dernière ? Moi, je pensais à mon fils surtout, beaucoup. En fait, c'est allé très très vite, mais j'ai eu cette présence d'esprit de me dire tu n'as que quelques secondes pour dire le plus important à la personne qui est à côté de toi pour qu'elle le transmette à Zadig si jamais tu pars. Donc moi en fait, tu dis quoi là alors ? Je lui déblatère et tout. Vous dites à mon fils que c'est l'amour de ma vie, que s'il a besoin de moi, je serai toujours là, je le veillerai d'en haut. Et le mec m'engueulait. T'es parti très loin. Mais le mec il m'engueulait, il disait mais non, mais tu vas pas mourir. Je disais mais on sait jamais. Donc et je lui faisais la liste. T'étais à l'anesthésiste ? Ouais. Au moment, mais je pense qu'ils entendent souvent des choses comme ça parce que. Mais j'étais jeune et en fait, le fait d'avoir une femme de 32 ans sur la table qui rentre pour un truc bénin, eux-mêmes étaient choqués. Je voyais l'équipe, elle n'était pas à l'aise. Hein. C'était une urgence, mais pas comme d'habitude, je pense. On t'endort et là, du coup, tu te réveilles combien de temps ? Et là, je me réveille 2 heures et quelques après, hein, une fois qu'ils m'ont bien charcuté et tout vérifié que ça va bien. Et j'ai ma gynéco qui est au-dessus de moi comme ça, qui me regarde, qui me dit, j'ouvre les yeux, elle me dit, j'ai eu la peur de ma vie. Je la regarde, je fais moi aussi. Et donc, je suis partie en réanimation, 5 jours, avec branché de partout, les scopes et tout. Les douleurs post-op, enfin, une redescente atroce, ouais. Là, ça a été dur. J'ai perdu 2 litres de sang en 1h30. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, j'ai accouché de mon fils par césarienne. Quand tu accouches par césarienne, on te coupe les tissus et après, tu as un réseau veineux qui se recrée. Les petites cellules se remettent entre elles et puis tu as des veines qui se font. Et il y a une artère qui s'est formée là, qui n'aurait jamais dû exister. Donc elle, quand elle a plongé le trocar, elle a défoncé une artère.
Et quand elle l'a enlevé, elle a fait Et les ça, elle tests. pouvait pas y En fait, penser? ils font les tests habituels, ils testent la fémorale, ils testent les artères avant de recoudre, avant de refermer. Mais celle-ci n'était pas censée exister. Oui, mais elle pouvait pas se dire, elle a eu une césarienne peut-être. Je crois que j'ai été le premier cas, hein, visiblement. Hein. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc une semaine hospitalisée. J'ai pas eu de transfert de sang. Je devais être transférée, mais elle a fait le choix de ne pas me transférer de sang parce que j'étais en essai bébé et il faut Pour que pas tu puisses continuer ton essai bébé. exactement. Sinon, il fallait que j'attende 1 an. Elle m'a dit, vous êtes jeune, vous êtes dans la force de l'âge, vous allez vous refaire une santé toute seule avec votre moelle, vous allez recréer de l'hémoglobine et ça va le faire. Au bout de 2 mois et demi, j'avais réatteint mon niveau d'hémoglobine. Mais genre, j'étais passée juste au-dessus du truc. J'ai appelé le centre de PMA. J'ai dit, on y retourne. Et ton mari à ce moment-là? Bah, Parce mon qu'il a dû mari. avoir peur de te perdre aussi. Donc, Alors, c'est là où j'ai réalisé avec qui j'étais, en fait. J'étais avec quelqu'un qui m'a fait du love bombing et qui m'a un petit peu. c'est quoi ça, le love bombing? Bah, c'est quelqu'un qui te met sur un piédestal au début, t'es la plus belle, il fait plein d'efforts, il te demande en mariage, c'est formidable. Et puis, bah, une fois que c'est passé, que t'es là, t'es au chaud, il fait plus aucun effort. Puis C'est pas un peu récurrent chez les hommes? Alors là, pour le coup, je crois pas. Il y a C'est toujours vraiment. cette phase de séduction très masculine où Non, c'est particulier, je trouve. Là, ça a été. C'était trop, en fait. Ouais, c'était trop. Et puis, il a éteint la lumière. Je me suis retrouvée dans le noir du jour au lendemain, en fait. Il l'a éteint au moment où tu as eu cette opération Non, grave non, il l'a avant? éteint quand on s'est mariés. On s'est mariés en juin, j'ai eu l'opération en décembre. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. J'ai eu l'opération en décembre. Non, c'était décembre de l'année d'après. C'était une année compliquée parce qu'entre-temps, j'ai appris qu'il m'avait trompée. Donc, il m'a trompée 6 mois après le mariage. C'est pour ça que je te dis qu'on est quand même sur un profil particulier. Et t'es restée? Je suis restée. J'étais folle amoureuse de lui. Je me suis dit qu'il a fait une erreur et que T'es gentille. j'allais en faire quelqu'un de meilleur. Ah oui. Toi, t'aimes bien te lancer des challenges. Ah non, mais là, celui-là, par contre, c'était pas possible. C'est le seul que j'ai raté de ma vie, c'était d'en faire quelqu'un de bien. De toute façon, on dit d'un cheval, on n'en fait pas. D'un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Bah, voilà, j'ai pas réussi. Non, j'ai voulu. Mais il a pas eu de peur de te perdre quand même à ce moment-là? Non. Et ton fils? Mon fils, oui, il a eu peur, mais on l'a protégé. Il était encore Vous lui avez petit. pas tout dit, ouais. Je lui ai dit que j'avais une petite opération et que voilà, j'avais besoin de repos pour m'en remettre, etc. Et là, ton Mais mari, un il enfant t'aide de pas? 8 ans, il me faisait à manger. C'était sa manière de dire je m'occupe de toi. Mais quand j'avais des angoisses, je dormais sur le canapé parce que le lit était trop mou et tu sais, avec mes poings et mes douleurs, je pouvais pas me retourner dans le lit, donc je dormais sur le canapé qui était plus ferme. Et un soir, j'ai eu une crise d'angoisse, peur de mourir, parce qu'en fait, quand tu vois la mort en face comme ça revient sur Moi, les je suis jours d'accord qui que arrivent. c'est quelque chose qui te... Très traumatisant. Ouais, qui te suit. Et En plus, tu penses aux pensées que tu as eues. C'est ça. Et puis je me dis, mais s'il y a un truc qui lâche là maintenant, parce que j'étais sur place, moi, ils ont pu me prendre en Oui, il y a charge. personne qui... Mais là, j'habite dans le Var, l'hôpital est loin, donc je me disais, mais si il y a un truc qui lâche maintenant, j'arriverai peut-être pas à temps. Enfin, bon, ça marque, quoi. Et donc en pleine nuit, je me tape une crise d'angoisse et je l'appelle. Il est dans la chambre. Et il me répond et je pleure, je suffoque, je dis ça va pas, j'ai peur. Il se lève, il vient me voir et je vois dans ses yeux le désarroi de. Je suis saoulée? Ouais. Je lui dis allez dégage. Et je veux ma mère en fait. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère en pleine nuit et c'est auprès de ma mère que j'ai eu du soutien. Parce que lui, il était complètement désemparé. Il se disait mais quand est-ce que ça va lui passer son truc là? Il voulait plus de cet enfant alors à ce moment-là? Non, mais de toute façon, il n'en a jamais voulu. C'était pour me faire plaisir et pour me garder. Ça, je l'ai compris après. Il faut des années. C'était pas quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. C'était pas quelqu'un qui faisait ce qu'il disait. Donc, si tu veux, j'ai mis des années à comprendre qui il était et ce qu'il pensait vraiment, ce qu'il voulait vraiment au fond de lui. Et tu repars quand même, du coup, 2 mois et demi après cette opération. Tu repars dans le parcours PMA. C'est quoi la suite alors? Alors là, on passe sur la méthode de la Fivixie, comme je te disais tout à l'heure. Donc là, on va micro-injecter les spermatozoïdes directement dans les ovules, c'est-à-dire qu'ils vont être carrément triés sur le volet et on a plus d'espoir de faire des plus beaux embryons et que ça s'accroche. J'ai plus les dates en tête parce que ça fait beaucoup, mais pour te faire un résumé, sur tout mon parcours avec mon ex-mari, j'ai eu plus de 25 embryons transférés et j'ai fait 4 arrêts de grossesse. En tout. C'est-à-dire qu'il y avait un début de grossesse et ça s'est arrêté au bout de combien de temps? Alors, donc, la première, c'était, je suis restée enceinte 3 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle une grossesse biochimique. Tu as ton taux de bêta-HCG qui monte, mais il s'écroule tout de suite après.
La seconde, c'était en juillet 2019. Là, ça a duré sur 4 mois. 4 semaines, pardon. C'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, pour poser le diagnostic de fausse couche, il faut refaire une écho. Parce qu'en fait, j'avais mes taux qui augmentaient, mais pas assez. On voit un sac, mais on voit pas encore l'embryon. Revenez la semaine prochaine. Ah on voit une vésicule, mais on dirait qu'il y a un embryon derrière, mais le sac, il est pas très bien formé. Revenez la semaine prochaine. Et ça a traîné comme ça, jusqu'à ce qu'on me dise, non, c'est pas évolutif. Donc ça, c'est un peu, c'est le côté un peu difficile. C'est que quand on parle de fausse couche, on s'imagine que on va perdre du sang, le bébé part, et voilà. Non, c'est pas du tout comme ça. Ça peut mal tourner sur plusieurs semaines, et enfin, on pose un diagnostic d'arrêt de grossesse ou de fausse couche. Parfois, on est obligé de la déclencher nous-mêmes. C'est ce qui m'est arrivé. Sinon, il reste accroché et ça peut partir au bout de 3-4 semaines, donc c'est dur. Et ça dure 8 ans comme ça 8 ans, 5 fécondations in vitro en France. Et puis, les années passent, donc je vieillis. À ce moment-là, j'ai 38. Ok. Et il va falloir se diriger vers l'étranger. Et pourquoi pas le don d'ovocytes. C'est quoi alors ? Alors, un don d'ovocytes, c'est une poussière de magie qui vient t'aider quand même. C'est une petite fée. Alors, tu sais pas qui c'est, tu sais pas où elle vit, tu sais pas comment elle est. Mais voilà, c'est une femme qui va t'aider, tout simplement en t'offrant ses gamètes. Et avec ces gamètes, on va faire un embryon avec le sperme de ton conjoint ou pas. Hein. Si le sperme n'est pas bon, on peut prendre un donneur aussi. Par contre, l'embryon qui t'est transféré est transféré dans ton utérus et c'est toi qui fais le reste. Ok. Donc à ce moment-là, comment tu te dis que génétiquement... Alors génétiquement, si on fait un test ADN, il n'a pas mes gènes. Hein. Ça, c'est sûr. Mais Par contre, il y a toi. l'épigénétique. Ouais, voilà. Alors l'épigénétique, tu sais, alors déjà, pour le choix de la donneuse, on va prendre le même phénotype. C'est quoi ? Cheveux, taille, poids, couleur de peau. Pour qu'il te ressemble. En gros, tu pourrais être ma donneuse. Oui, c'est vrai. Yeux clairs, cheveux foncés, un peu ondulés. Non, mais c'est un peu plus grande que moi. Mais tu vois, oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Comme ça, l'enfant exactement. devrait te ressembler. Voilà, au moins, ils ne me prennent pas une blonde. Il n'y aurait pas un trop gros écart entre nos physiques. Et puis ensuite, l'épigénétique, elle fait le reste parce que ce sont tes cellules qui vont le nourrir. C'est ton placenta, c'est ton sang, alors. Ton sang. Les gènes que tu vas avoir en commun avec la donneuse peuvent prendre le dessus. Donc, un timbre de voix, une fossette, une tache, la forme des yeux, une forme de bouche. Et au final, tu veux que je te dise, j'ai reçu, ça c'est grâce au réseau et grâce à mon métier maintenant, j'ai reçu des photos de femmes qui m'ont dit « Mais Gracie, regarde, ça c'est moi et mon enfant. Il est issu d'un don. » Il se ressemble. C'est la copie conforme. Et donc, je pense à une en particulier qui m'a dit « J'arrête de dire aux gens que c'est un don d'ovocytes, ce qui ne me croient pas. » Et ça me saoule d'argumenter non, mais c'est pas possible, tu nous mens, c'est ton fils, génétiquement parlant, c'est pas possible. Non, c'est une donneuse. Et elle en a ras-le-bol de... Et en plus, c'est même pas une donneuse, c'est un double don. Et à partir de quand tu te mets sur les réseaux pour parler de tout ça ? 2019, donc octobre. Donc ça fait combien de temps ? 5 ans après le début. Ah ouais, quand même. Donc 4 ans après le début. T'as déjà failli mourir. Oui. Et en fait, pourquoi je me mets sur les réseaux ? Parce que j'ai failli y passer, j'ai été trompée, j'ai pas de soutien. T'as besoin d'avoir du soutien. J'ai besoin d'avoir du soutien, j'ai besoin de me soigner d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de me créer un truc à moi qui me fasse du bien, un échappatoire. Et lui, comment il le vit ? Alors, il comprend que c'est pour ça ? Alors, lui, au début, il me dit si ça t'amuse, vas-y. Et puis, je vois que le compte, il commence à intéresser quand même. Mais je dis, tu sais, là, ça commence quand même à prendre un petit peu. Je me dis que... Et à l'époque, quand tu passais les 10 000 abonnés, tu avais le lien swipe up. Ouais, oui, c'est vrai. C'était le Graal, ça, tu sais. Donc, non, mais pour moi, c'était super important parce que je pouvais partager des articles de santé, des trucs sur la PMA et tout. Donc, je me disais, putain, j'ai un outil en plus. Faut que j'aille chercher ces 10K. Après, ils ont sauté le truc au moment où j'avais les 10K. Ouais, maintenant, tout le monde peut le faire. Et je lui ai dit, je vais aller chercher les 10 000 abonnés. Et je me souviendrai toujours de sa réaction. Il m'a dit, j'attends de voir. Ah ouais, tu les as bien dépassés depuis. Donc, tu vois, encore une fois, le soutien de la personne qui partage ta vie, un peu moyen. Et puis, j'ai vu que ça le gênait. J'ai vu qu'il me regardait un peu de travers quand je faisais mes vidéos et tout. J'avais pas trop de compliments, pas trop de motivation, pas trop de « je suis fière de toi, c'est cool, ce que tu fais, ça aide des femmes, ça plaît aux gens. » Non. Mais c'est pas grave, moi, ça me faisait du bien. Je me suis fait du bien à faire ça. De toute façon, vous finissez par vous séparer. On finit par se séparer. Et là, tu te dis, je vais avoir le bébé toute seule. Ouais. Tu fais comment ?
Ah bah là, je me dis, je vais prendre mes 2 petites pattes, mes 2 jambes, je vais aller en Espagne et puis je vais prendre un donneur. Tu te tournes seule vers l'Espagne. Dans ma tête, j'ai pas eu le temps. Entre-temps, j'ai rencontré Fabrice. Donc tu rencontres ton fiancé. Oui. Et là, lui, tu lui parles tout de suite de ton Tout de projet. suite. T'as quel âge là? Là, c'est l'année de mes 40 ans. Donc j'ai viré le mari, la meilleure amie. Ah bon? J'ai fait la quarantaine. T'as fait ta J'ai petite fait le prise. strike des 40 ans. Voilà, j'ai fait un tir groupé. Et j'ai renouvelé, si tu veux, le cercle de personnes qui m'entouraient. Alors, j'ai pas viré tout le monde parce que j'avais des personnes précieuses et des très bonnes personnes autour de moi, mais j'en avais qui n'étaient pas, je pense, là pour mon bonheur, qui étaient plus là pour me voir tomber. Puis j'ai évolué sur les réseaux aussi. Je me suis fait des super belles connaissances sur les réseaux. Bien sûr. Je me suis fait des amis très chers sur les réseaux. Ouais. On est tout de suite dans de la profondeur et de la sincérité. Ouais. Et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Tout s'est fait comme ça, naturellement. Et quand je me suis séparée de mon ex-mari, pour moi, je continuais mon truc toute seule, en fait. Et tu rencontres rapidement Fabrice? Je rencontre Fabrice virtuellement, hein, parce que c'était sur Tinder. J'ai une copine qui m'a dit, écoute, tu vas pas te laisser mourir, tu vas t'inscrire sur Tinder. Je te demande pas d'avoir un date, mais il faut au moins du lèche-vitrine, quoi. Regarde ce qu'il y a sur le marché. Sens-toi vivante, sens-toi femme. T'es encore vivante. Fais-toi une idée de ce qui est C'est ça. T'es encore vivante. Respire, vis, tu vas voir. Ça va bien se passer. Bon, je me suis inscrite sur Tinder. Un match. Le direct. match. Ça a bien matché. Ça a bien matché. Et tu lui dis tout de suite? Tout de suite. Même avant de l'avoir rencontré? Oui. Okay. Parce que, alors, pareil, ça vient par hasard. Donc, on parle pendant plusieurs jours. Mais il me demande pas ce que je fais dans la vie. On parle vraiment de choses profondes. Toi, tu ne vis que des réseaux sociaux. Moi, je vis que de ça. C'est depuis 2022, c'est devenu mon activité. Et il me dit, mais tu fais quoi dans la vie? Je lui balance comme ça. Je lui dis, je suis influenceuse. Il me dit, arrête. Je dis, si. Il me dit, mais donne-moi ton compte Insta. Je dis, non. Là, il allait être tout de suite dans le vif du sujet. Je dis, il va falloir qu'on s'appelle d'abord. Et comme on s'envoyait que des textos, c'était l'occasion de se faire un FaceTime. Donc, on s'est fait un premier FaceTime comme ça. On est resté 3 heures au téléphone. Je lui ai fait visiter ma maison. Il m'a fait visiter son chez lui. On discute. Puis, j'en arrive au sujet. Pourquoi Instagram? Et je lui explique. Je lui dis, moi, j'ai été touchée par l'infertilité, en tout cas mon couple. Et j'en ai parlé sur les réseaux. Et ça a plu. Ça a intéressé du monde. Ça a apporté du soutien à certaines personnes qui étaient dans la même situation. Et puis, c'est devenu mon métier. Et il me dit, incroyable. Incroyable. J'ai dit, donc du coup on va aller au bout du truc là maintenant tout de suite. C'est vrai que c'est incroyable. Oui, c'est sûr, mais il fallait qu'il fasse le lien. Il fallait qu'il fasse le lien avec lui. Et je lui dis, je veux un deuxième enfant. Moi, je cherche pas un mec. Et lui, il avait déjà des enfants? Il avait déjà un fils, 18 ans à l'époque, qui en a 21 aujourd'hui. Mais lui, il voulait pas forcément de deuxième enfant. Et il me dit, ah ouais, d'accord. Donc là, je vois sa tête. Hein. Il s'est dit, elle, c'est même pas je l'invite au resto. Dans quoi je m'en vais? Elle va arriver avec le cosy et tout, la nacelle. Je suis pas prêt. 50 ans, le monsieur. Et moi, j'arrive. Bonjour. On fait un enfant. Et je lui dis, écoute, c'est l'été. On se voit, on se rencontre. On voit et puis... De la légèreté. Je dis, mais par contre, je partirai pas sur une histoire à avoir des sentiments si je vois que derrière, il y a une impasse, si on tombe pas d'accord sur un projet aussi important. Et à la fin de l'été, je lui dis, vas-y, viens, on se loue un van aménagé, on va se faire 3 jours sur les îles de Giens, c'est à côté de Porquerolles. Et donc, on part tous les deux dans un van. Et comme ça faisait quelques semaines qu'on se fréquentait, je lui dis, va falloir qu'on discute. T'avais déjà des sentiments? Oui. Oui. En fait, quand les sentiments arrivent, il y a un moment donné, il faut crever un peu l'abcès et puis il faut parler des choses, il faut poser les cartes sur table. Parce que sinon, c'est un peu se voiler la face et c'est amener l'autre dans une direction. Je trouve pas ça très sain, quoi. Et je lui dis, va falloir qu'on discute du sujet. On venait de déjeuner, on venait de finir de manger, on était dans le van. Et il me dit, oui, c'est vrai. Et là, il commence à me sortir tous les arguments pour lesquels il ne voulait pas d'enfant. Il ne voulait pas d'enfant. Il me dit, alors moi, je n'en voulais pas parce que... Et donc, j'analyse tout ce qu'il me dit. Je dis, mais il parle au passé. Et donc, il m'explique. Il me dit, moi, j'ai vécu à Paris. J'ai eu mon fils sur Paris. J'habitais dans un petit 3 pièces. Je travaillais beaucoup. La seule occupation que je pouvais, c'était l'amener au parc. Il y avait 50 gamins. Je ne voulais pas d'un enfant dans ces conditions-là.
Il me dit, puis aussi, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. J'ai vu passer des mecs qui venaient manger le midi avec une femme. Le soir, ils étaient avec une autre femme. Pareil pour des femmes qui venaient avec leur casse-croûte alors qu'elles étaient mariées. Mm, mm. Il m'a dit, moi, je suis un mec trop droit pour ça. Donc, j'ai pas trop confiance en les histoires longues et le vrai engagement. Ah ouais. Et en fait, il a vu mon caractère. Il a vu que j'étais quelqu'un de très droit, comme lui. Et il s'est dit, je suis tombée sur une nana qui est aussi carrée que moi, on dirait. Donc, j'ai réussi quand même à... C'est pour ça qu'il parlait au Tu passé. commençais à négocier là. Non, je ne me négociais pas. Il était lui en train de réglé dans sa négocier. tête. C'était Ah ouais, réglé. Il voulait juste me dire pourquoi, à la base, il voulait pas d'enfant. Donc, j'ai écouté tout son argumentaire. J'avais hâte qu'il aille à l'essentiel, hein, pour ne rien te cacher. Et à la C'était quoi l'essentiel alors? Et à la fin, je lui ai dit, bon, du coup, tu me promets que là, tu y penses, tu y réfléchis, puis tu me donnes une réponse rapidement. Et il me dit, oui, oui, bien sûr. On va se baigner, il me prend dans les bras, il me dit, bah, ça y est, c'était très rapide. Voilà. Et il me dit, je veux un enfant avec toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez naturellement d'avoir un bébé? Oui, alors j'en parle tout de suite à ma gynéco qui me suit depuis des années en PMA. Elle me dit, vous êtes un jeune couple, faites l'amour. Go. Faites l'amour. Ne vous posez pas de questions. Je ne vais pas vous mettre dans un protocole de FIV maintenant. Vous profitez la légèreté. Le début de l'histoire. Surtout que tu n'en avais pas eu beaucoup pendant toutes ces années de la légèreté oui, finalement. c'est ça. Donc, nous avons fait l'amour. J'ai écouté le médecin. Hein. Je suis très bien. Très, très bonne élève pour le coup. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et Fabrice, il est passé par la PMA aussi pour avoir son fils parce que lui, il avait des varicocèles. Alors, les varicocèles, je t'explique vite fait, c'est très simple. C'est une varice dans le testicule. Et ça peut abîmer la qualité des spermatozoïdes. Okay. Et en fait, ça s'opère très facilement. C'est une embolie. Hein. Il te passe un truc dans le bras, ça va jusque ça passe dans l'artère, ça va jusque dans le testicule, ça embolise le varicocèle. Et 3 mois après, tu peux reprendre les essais. Donc, il avait fait ça pour son fils. Et moi, je m'étais dit, les varicocèles, comme je suis renseignée, je sais que ça revient. Et je lui ai dit, mais peut-être que c'est revenu. Mais bon, c'est pas grave, faisons l'amour, faisons l'amour. Mais au bout d'un moment, quand on aura fait beaucoup l'amour, peut-être qu'il faudra se poser des questions. Et effectivement, au bout d'1 an à faire beaucoup l'amour... Ah non. Ouais. Je vais voir le gynéco, j'ai dit, bon docteur... je suis crevée. Non, je rigole. Non. Bon, docteur, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire, mais ça n'a pas marché. On fait quoi maintenant? J'ai 41 ans, faut y aller là. Sachant que tu t'étais fixé une limite d'âge. 43. Ok. T'as quel âge là? 43. Ah, parfait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand Alors t'as là, dit à ta gynéco, bon, moi j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Exactement. Là, elle m'a dit, bon, écoutez, don d'ovocytes, vous êtes OK avec ça? Vous l'avez déjà fait en République tchèque. Mais le truc, c'est que oui. Mais pourquoi pas en France? Alors, pas en France parce que tu as beaucoup trop de délais d'attente et j'étais déjà âgée. À l'étranger, c'est plus rapide et il y a plus de donneuses, donc tu attends pas. Ok. Mais tu payes. Ça coûte cher? Ça coûte cher. Ta gynéco t'envoie en Espagne. Parce qu'en France, il y a un délai d'âge aussi? Non, pas forcément. Mais par contre, en fonction des régions et en fonction de ton phénotype, moi, ça va, j'ai pas un phénotype... parce qu'il y a aussi, il faut penser aux personnes racisées. C'est plus compliqué dans certaines régions de trouver des donneuses asiatiques, par exemple, ou africaines. Enfin, il y a vraiment des critères. Nous, on n'y pense pas, mais c'est pas des détails, ça compte. Et donc, les donneuses en France ne sont pas rémunérées, donc elles sont peu nombreuses. Elles le font de manière altruiste, mais en général parce qu'autour d'elles, elles ont eu une copine, une amie, une sœur, une voisine qui a rencontré des problèmes de fertilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu attends un don d'ovocytes en France, si tu amènes une donneuse, tu remontes dans la liste. Mais la donneuse, elle est même pas pour toi? Non, c'est un don anonyme. Mais voilà, tu fais le geste d'amener une donneuse, donc toi, tu es prioritaire par rapport aux autres. Donc il y a ce système-là, qui est pas terrible, parce que si on rémunérait les donneuses comme c'est fait à l'étranger, il y en aurait plus. Il y en aurait plus. Et pour te donner un exemple très concret, la plupart des donneuses en Espagne ou en République tchèque, ce sont des étudiantes. Elles payent leurs études avec. Pour donner, c'est une opération... Ah bah c'est stimulation par piqûre, surveillance des follicules tous les 2 jours au cabinet de gynéco. Ensuite, la ponction en anesthésie générale. Et les suites, tu as des petites douleurs de règles, voilà. Donc c'est lourd. C'est pas comme un don de sperme. C'est ce que j'allais te dire. Le don de sperme, c'est un recueil. Masturbation, point barre. Une femme, c'est sur un cycle entier avec traitement, surveillance médicale, anesthésie générale, etc. Et là, du coup, votre gynéco, enfin ta gynéco,
Elle te dit d'aller directement en Espagne. Ouais. Pour passer ce temps d'attente, alors. Oui, c'est ça. Elle m'a dit, si vous avez les moyens, moi, je vous conseille de partir en Espagne. Et ça coûte combien, juste pour qu'on ait Alors, l'idée? tu as plusieurs forfaits. Mais moi, je vais te donner mon exemple à moi. Moi, j'ai payé 17 000 € pour un forfait avec une assurance de 3 embryons sains. Parce qu'on a fait un examen supplémentaire qui n'existe pas en France. Et d'ailleurs, là, c'est en train de... Je pense que ça va devenir mon combat de maintenant. C'est de faire passer le DPI... C'est ce que j'ai entendu quand je préparais ton entretien. Ils sont en train d'en parler là. Qui triaient pas et qu'il y avait beaucoup de bébés qui avaient des problèmes au cerveau, en fait. Oui, alors pas forcément. De développement. Mais même, ça te donne des fausses couches, des échecs d'implantation, des fausses couches tardives. Ils ne peuvent pas trier ça, en fait? Eh ben parce qu'ils ne veulent pas faire l'examen. L'examen, c'est qu'on prélève une cellule sur le trophoblaste. Le trophoblaste, c'est la petite pellicule qui entoure l'embryon. C'est une petite enveloppe toute fine. Et en fait, en Espagne, en République tchèque et dans d'autres pays où la PMA c'est beaucoup plus développé et où ils ont le droit de faire le DPI, ils vont prélever une cellule du trophoblaste, ils vont l'analyser chromosomiquement. Si tu vois direct s'il y a une chromosome. Mais ils le font pas en France parce que ça coûte trop cher encore de faire ça? Alors ils disent que c'est pour éviter l'eugénisme. C'est surtout qu'ils n'ont pas assez de médecins formés pour le faire. Et voilà, donc ils se cachent derrière... Ça soulève des vraies lacunes, tout ça. Oui. Et du coup, vous décidez tout de suite d'aller en Espagne? Ouais. Ça se fait rapidement? Oui, je prends contact avec eux. J'ai un rendez-vous assez rapidement, en visio. Ils ont étudié mon dossier entre-temps, je leur ai tous envoyé. Et puis, ils me proposent déjà un protocole. Voilà. Tu commences à faire à distance? Non, parce qu'il fallait trouver la donneuse d'abord. Mais ils m'ont déjà proposé une formule. Ils m'ont dit, voilà ce qu'on vous propose. Une donneuse. Ce qu'il faudrait, c'est faire un DPI. Et moi, j'étais pour le DPI aussi, parce que ayant eu plus de 25 embryons transférés précédemment et ayant eu que des échecs, c'est comme ça que j'ai su que tous mes embryons étaient dégénérés, en fait. Et ça ne venait pas de moi. Ça venait de mon ex-mari. Okay. Puisque, en fait, pour connaître ça, et là, c'est hyper technique, mais c'est un truc que pas beaucoup de gens savent. Au 3e jour du développement de l'embryon, le spermatozoïde, il a un rôle primordial. C'est-à-dire qu'il y a une bascule qui se fait à ce moment-là, entre le passage du 3e au 4e jour. Il y a vraiment une bascule qui se fait. Le spermatozoïde est très, très important à ce moment-là. Donc, il doit avoir un ADN intact et pas de problème chromosomique. Le problème, c'est que nous, à chaque fois, on perdait la moitié de nos embryons à partir de J3. Et en République tchèque, la dernière FIV qu'on avait faite avec mon ex, il nous avait dit, on a un problème, il faut faire un don de sperme. Et moi, ça faisait des années que je disais qu'il y avait un problème. Mais là, c'est, comment dirais-je, comme vous avez fait en Espagne, c'est avec... Avec le sperme de mon fiancé, avec Fabrice. Oui, puisque là, pour le coup... Il a réglé le problème Non, il n'a pas réglé, mais comme on fait une FIV, ils ont trouvé des spermatozoïdes. Ils ont trié tout de suite. Ouais, ils ont trié tout de suite. Okay. On a fait le DPI. Donc, première FIV, on a eu 2 embryons sur 4 qui étaient sains. Donc, la moitié, en général, c'est les stats. Et sur la deuxième, on en a eu 3 sur 5. Donc, on a eu les 2 premiers embryons transférés, ça n'a pas fonctionné. Le premier n'a pas fonctionné, ça a fait un négatif. Mais là, ça fait encore... Je veux dire, là, ça a été dur. Comment on continue à... Enfin, la déception, quoi. Là, ça a été dur parce que j'ai vu Fabrice déçu. Fabrice, c'est quelqu'un de très sensible. Mais il avait pris cet engagement aussi. Et oui, et puis il est super sensible. Et ça a marché. Et ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait une grossesse biochimique aussi. Et il m'a dit, alors là, par contre, il m'a dit, mais je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit, le prochain transfert, je vais rester prudent, quoi. Et le prochain avec ses émotions, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il voulait se protéger. Et puis le prochain transfert, il a 4 mois, il est là. Ben, félicitations encore, en plus, t'es rayonnante. Merci, c'est gentil. Et c'est hyper... Tu sais, moi, je connaissais rien à la PMA. Je suis tombée enceinte à 37 ans, à un âge assez avancé, au bout de 6 mois, à essayer... c'est une moyenne tout à fait correcte. Voilà. Et c'est vrai que tu sais que autour de toi, tu as des gens qui sont en parcours de PMA, mais tu poses pas de questions. Je trouve qu'il y a une espèce de pudeur. Oui. Alors que je pense qu'il y en a qui auraient besoin d'en parler, mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas envie d'en parler. Oui. Et toi, c'est aussi pour ça que tu as voulu parler sur les réseaux, j'imagine. Oui. Et tu disais que ça concerne un couple sur 5. Alors, on est plus sur un couple sur 4 maintenant, ouais. C'est énorme. Ouais, on est plus sur 25%. Parce qu'on essaie d'avoir des enfants plus tard. Il n'y a pas que ça, tu sais. Alors oui, l'âge, ça y fait, mais il y a beaucoup la sédentarité aussi. C'est-à-dire qu'avant, les hommes travaillaient. Quand je dis travailler, c'est pas qu'ils travaillaient plus, mais ils travaillaient, ils avaient physiquement.
Maintenant, on passe plus de temps assis. Les testicules sont au chaud toute la journée. Non, mais ça- c'est hyper intéressant. ça paraît un détail, mais c'est un détail qui change tout. Les boxers, C'est pas bon. on ne dort pas en boxer, c'est interdit. Il faut dormir en caleçon parachute ou les fesses à l'air. Voilà. Et donc, je fais la guerre à mon fils pour ça, tu vois. Dès maintenant. Oui, très important. Et c'est des petites habitudes, c'est des petites choses à mettre en place comme ça pour préserver sa fertilité. Perturbateurs endocriniens, pollution, et surtout, ce qu'on mange. Voilà. Il faut manger quoi? Faut pas manger quoi plutôt? C'est pas ça, c'est ce qu'on mange, ce qu'on cultive. Les sols sont pourris. Donc on n'a pas de tu vois, pouvoir, nous, dessus. non, on n'a pas de pouvoir. Le goût des tomates il y a 30 ans n'est plus le même aujourd'hui. Le goût des oranges il y a 30 ans n'est plus le même aujourd'hui. Nos sols sont infestés. Moi, j'ai trop entendu, oui, les femmes attendent trop pour faire des enfants, le tabac, l'alcool. Dans les années 80, elles avaient la clope au bec, elles buvaient, même enceintes, elles faisaient des enfants peut-être certes plus jeunes, mais il y en avait des grossesses tardives. Moi, j'ai connu plein de mamans quand j'étais adolescente qui avaient encore des petits. J'ai des copines à l'école, elles avaient des petits frères, des petites sœurs. Les mamans avaient 40 ans. 40 ou 41 ans. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vraiment plus fréquent. C'est plus tard, quand même. Oui, donc de base, on les fait des enfants plus tard. Mais on part pas sur avec les mêmes chances. On regarde un spermogramme d'il y a 20 ans et un spermogramme d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ils sont fatigués. Ils sortent, l'éjaculat, déjà, il est fatigué. On les voit tout de suite au microscope. C'est vraiment hyper ils sont claqués. Ils avancent pas. Il dure pas longtemps. Quand on a un beau spermogramme, c'est tout un truc. Oh là là, mais lui, c'est un champion. Non, c'est juste un mec qui était en mouvement, qui a qui habite peut-être à la campagne, qui fait plus d'activité physique. Mais le type qui habite à Paris, qui est très stressé par le travail. Le stress, c'est un oxydant. C'est quelque chose qui va t'abîmer tes gamètes, tes cellules. S'il mange la malbouffe, il mange des plats préparés, transformés tous les jours. Il ne fait pas de sport. Et puis tu rajoutes à ça, il travaille près d'une source de chaleur, cuisinier, dans une usine ou quoi. S'il a la source de chaleur au niveau de la ceinture, ben voilà, ça en fait quelqu'un qui est presque stérile. Comment tu vis cette deuxième grossesse avec 17 ans d'écart? Je la vis super bien. Je me dis que c'est une seconde chance. Je l'ai tellement rêvé que j'apprécie chaque instant. Est-ce que tu vois une différence dans ton corps par rapport à la première? Ouais, la fatigue, non? Non, même pas. Je suis plus en forme que pour mon premier. J'ai moins pris de poids. Je me sens mieux. En même temps, je l'ai préparé, cette grossesse. Ça fait 10 ans. T'es prête, quoi. Ah, je suis prête. Hein. T'es heureuse, en fait. Ouais, je suis très heureuse. Et pendant 10 ans, justement, est-ce que parfois tu regardes derrière et tu te dis, mais ma vie, elle était mise en pause, en fait? 10 ans se sont écoulés et qu'est-ce qui s'est passé? Non, ma vie, elle n'a pas été mise en pause parce que il y a quand même quelque chose de très important, c'est que j'étais déjà maman. Moi, je ne fais pas partie de celles qui n'ont pas connu la maternité et qui ressentent ce vide qui les consume de l'intérieur, en fait. Comment tu arrives à donner du sens à ces 10 ans qui viennent de s'écouler? Alors, ça m'a montré à quel point je pouvais être quelqu'un de fort parce que, en fait, j'étais forte, mais je ne le savais pas. La PMA, ça m'a révélé ma force. Ça m'a montré que je pouvais. Ta détermination aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que finalement, 10 ans plus tard, ce bébé, il arrive au bon moment dans ta vie? Oui. Il n'aurait pas fallu qu'il arrive avant. J'aurais pas eu toutes ces expériences magnifiques que j'ai quand même vécues. Les réseaux sociaux, les rencontres, ce travail, cette passion aussi de parler de ça. Il y a 10 ans, je n'aurais pas cru une seconde que j'en serais là aujourd'hui et c'est grâce à ça. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Et au contraire, j'ai fait de ça quelque chose de positif et ça m'a pas apporté un bébé au moment où j'étais dans la tourmente, mais ça m'a apporté exactement d'autres bébés et d'autres projets, d'autres choses qui m'épanouissent énormément et la cerise sur le gâteau, le bébé avec la bonne personne. Fabrice. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui sont en plein parcours de PMA aujourd'hui? De s'écouter, de prendre le temps quand il faut. Si c'est trop, faut s'écouter. Voilà. Si on sent que c'est trop, faire une pause. Même à 40 ans, une pause de 3 mois, c'est pas ça qui va changer la face de la Terre. Si c'est nécessaire, il faut le faire. Moi, je conseille
tout le temps, souvent, de se renseigner. C'est ce que je te disais au départ. Il faut maîtriser son sujet, maîtriser un petit peu ça, parce que c'est notre problème. C'est pas le problème des gens, c'est pas le problème des médecins, c'est pas le problème de nos amis ni de notre famille, c'est notre souci. De pas être attentiste, en fait. Donc ouais, voilà, c'est ça. Il faut pas attendre qu'on nous mette une solution tout cuit. Il faut être acteur de son parcours, s'intéresser, s'investir. Et puis quand on sent que c'est trop, lever le pied, s'écouter. Et comment tu aimerais qu'elle se sente après cet épisode? Et surtout qu'elles se disent que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, moi, pendant 10 ans, je voyais des gros ventres, je voyais des témoignages de femmes qui s'étaient Est-ce que battues et parfois, je me il y avait disais, pas mais je vais pas y d'aigreur qui arriver. venait? Non, Jamais? non, pas d'aigreur parce qu'encore une fois, j'avais mon fils. Donc, moi, si j'ai un message à transmettre à celles qui essayent d'avoir un bébé, que ce soit un premier, un deuxième ou un cinquième, les désirs de maternité sont tous légitimes. Juste accrochez-vous et lâchez rien. Voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci pour toutes ces informations que tu nous as données et de les avoir données avec beaucoup de clarté. Ah, C'est ça va, c'était pas hyper, du chinois. Non, c'est Bon. vulgarisé, Bon, c'est accessible Tant mieux. et fait dans la bonne humeur, et ça aussi, c'est super précieux. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Ménard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.